Je suis Huxley. Approchant de la trentaine, je gagne ma vie en codant dans une boîte tech assez moyenne. Le boulot est stable, assez complexe pour stimuler mon cerveau, assez sûr pour dormir tranquille la nuit. Ma routine change rarement. Développer des fonctionnalités, fermer l'ordinateur, me plonger dans des jeux ou boire une bière avec Peyton à la fin de la semaine. Peyton est dans l'assurance qualité. Tranchant, brutalement honnête, incapable d'adoucir la vérité. En gros, l'inverse de moi. Je préfère passer inaperçu, faire ce qu'on me demande, encaisser mon chèque et éviter les embrouilles. Au bureau, tout restait calme, pas de drame, pas d'explosion quotidienne. Juste des gens en tech, hommes et femmes, travaillant sur leurs projets. On s'entendait tous. On discutait de nos week-ends près de la machine à café, on se plaignait des bugs, puis on retournait à nos bureaux. Un environnement fonctionnel et professionnel, sans bizarrerie ni politique interne. Jusqu'au jour où tout a changé. On a reçu un mail. Bienvenue à notre nouvelle responsable des ressources humaines, Sarafina. Le mail affichait sa photo. Grand sourire, tailleur impeccable, l'air professionnel. Sa bio était un mur de texte rempli de jargon corporate. Favoriser des paradigmes inclusifs, synergie des écosystèmes diversifiés, bien-être culturel proactif. Péton, après l'avoir lu, s'est penché au-dessus de ma cloison et a dit « Eh bien, c'était bien tant que ça a duré. Je lui ai dit de lui laisser une chance. Elle aime sûrement juste le langage corporate. Cet optimisme a tenu une semaine. La première chose qu'elle a faite, programmer une série de séminaires obligatoires sur la sensibilité au travail. 2 heures, dans une salle de conférence, à écouter un consultant parler de biais inconscients et de microagressions. Tout était vague, beaucoup d'accusations, aucune solution concrète, si ce n'est « soyez plus conscients ». Le ton s'adressait clairement aux hommes. Nous devions vérifier nos privilèges et faire attention à l'espace que nous occupions. Quelques femmes semblaient vraiment investies, hochant la tête à chaque point. Les autres, hommes et femmes, paraissaient simplement ennuyés et voulaient retourner travailler. Après le séminaire, de nouveaux posters ont commencé à apparaître partout. Des panneaux colorés avec des phrases comme « Votre langage est-il inclusif ?» ou « Pensez, parlez, respectez ». L'ambiance ressemblait moins à un bureau qu'à une résidence universitaire. Peyton a surnommé la salle de pause le lounge de rééducation. Le changement a été subtil au début. Les gens faisaient attention à leurs mots. Les discussions près de la machine à café ont cessé. Tout le monde craignait de dire quelque chose de mal et d'être convoqué par le nouveau bureau RH. Puis est venue la réunion générale. Sarafina se tenait devant nous, rayonnante, presque avec une ferveur religieuse. Notre directeur, d'habitude caché dans son bureau à signer des chèques, était à côté d'elle, visiblement mal à l'aise. Elle a parlé de sa vision, une entreprise où la sécurité psychologique est totale, un lieu de travail débarrassé de l'ombre du patriarcat. Puis elle a lâché la bombe. Elle annonça une nouvelle initiative de transparence et de responsabilité. Malgré les séminaires, elle recevait encore des retours anonymes sur une culture persistante centrée sur les hommes. Pas d'exemple, juste des allusions vagues à un malaise et des tensions non exprimées. Pour protéger le bien, être de tous et assurer la responsabilité totale, une nouvelle politique était mise en place. Dès maintenant, tous les employés masculins devaient porter une caméra corporelle fournie par l'entreprise pendant les heures de travail. Le silence est tombé. On aurait entendu une épingle tomber. Je la fixais, incapable de croire ce que j'entendais. Une caméra comme celle d'un policier. Je regardais Peyton. Son visage était un masque d'incrédulité pure. Elle expliqua que les caméras enregistreraient toutes les interactions, que les fichiers seraient uploadés sur un serveur sécurisé chaque jour et qu'elle, en tant que responsable RH, pourrait les consulter à sa discrétion, surtout en cas de problème. Ça vous protégera des fausses accusations, dit-elle, avec un sourire sucré, et offrira une opportunité de coaching et de développement personnel. Peyton leva la main. Elle l'appela, son sourire se crispant légèrement. Sa voix était calme, mais incisive.
Il demanda s'il y avait eu des incidents précis pour justifier une mesure aussi extrême et ciblée. Elle répondit sans hésiter, la RH agit par proactivité, pas réactivité. L'absence de plainte formelle ne signifie pas qu'il n'y a pas de problème. Les gens peuvent être intimidés. Cette politique les habilitera. Un autre collègue demanda pourquoi la politique ne concernait que les hommes. Son sourire disparut complètement. Elle déroula un long discours sur le déséquilibre historique des pouvoirs, affirmant que les hommes, en tant que groupe, avaient un avantage structurel et donc une responsabilité accrue pour assurer le confort des autres. Tout le monde comprit. Il ne s'agissait pas de sécurité, mais de contrôle et de suspicion. Nous étions traités comme des précriminels. Je regardais le directeur, espérant une réaction. Il se contenta de se racler la gorge, fixer le sol et marmonner sur l'importance d'adopter de nouvelles stratégies de management et de soutenir la vision RH. Un lâche terrifié par elle. La réunion se termina. Les hommes restèrent assis, abasourdis. Les femmes étaient partagées. Certaines semblaient réellement enthousiasmées, d'autres aussi choquées et mal à l'aise que nous. Une ingénieure senior me confia plus tard qu'elle trouvait l'idée humiliante et folle, mais qu'elle n'allait pas le dire pour ne pas se mettre Sarafina à dos. Le lendemain, un carton de caméra corporelle attendait à l'entrée, étiqueté avec nos noms. Porter la caméra était surréaliste. Un petit boîtier noir accroché à ma chemise, un voyant vert indiquant qu'elle enregistrait. La première journée fut un cauchemar. Le bureau était un cimetière de chuchotements. Chaque conversation semblait artificielle, chaque interaction un risque. On ne plaisantait plus, on communiquait uniquement par mail ou messagerie instantanée. La paranoïa flottait dans l'air. La productivité s'effondra. Comment collaborer sur un problème complexe de code quand parler librement devient un risque? À midi, tous les gars sont sortis ensemble. Chose rare. On a trouvé un dîner à quelques rues et déversé notre frustration. Tout le monde était furieux, mais impuissant. Quitter n'était pas une option. Les bons emplois en tech sont rares. Le directeur m'envoya un mail. Comme j'étais le plus expérimenté en gestion de serveurs, je devais chaque semaine collecter les données des caméras, les uploader et les archiver sur un nouveau serveur dédié. Juste ce que je voulais. Passer mes vendredis après-midi à gérer des téraoctets de vidéos, montrant mes collègues et moi en train de souffrir. La première semaine fut interminable. L'atmosphère empirait chaque jour. Sarafina traversait le bureau avec son sourire serein, comme une surveillante bienveillante observant ses prisonniers modèles. Elle parlait fort avec les femmes, tandis que ses interactions avec les hommes restaient brèves et formelles. Le vendredi, tout le monde déposait ses cartes mémoire dans une boîte sur mon bureau. Je restais tard, seul, pour uploader et archiver les fichiers. C'était aussi épuisant et déprimant que je l'avais imaginé. Cliquer, glisser, attendre l'upload, répéter pendant des heures, les yeux rivés sur les barres de progression. Je regardais mes propres vidéos pour retrouver un passage précis, moi allant poser une question à Sarafina sur une nouvelle procédure de note de frais. Sur la vidéo, j'approche poliment, elle répond sans lever les yeux. Une interaction professionnelle banale. Mais je ne coupais pas la vidéo. Alors que je retournais à mon bureau, la caméra filmait toujours sa direction. Je la vis me regarder partir, puis elle roula des yeux avec exagération et se pencha vers une collègue, murmurant « Gras !» L'agressivité passive, c'est flagrant. C'est typique de la fragilité masculine. Il supporte mal qu'une femme ait l'autorité. Je restais figé. Mon cœur battait à tout rompre. Je replayais le passage 3 fois. Là était toute la justification de cette politique absurde. Les hommes créaient un environnement hostile, et pourtant, la créatrice de cette politique faisait exactement cela, portant un jugement sexiste sur moi pour une question banale. Ma première réaction fut la colère pure. Je voulais aller immédiatement voir le directeur et déposer la carte mémoire sur son bureau. Mais je réalisais ce qui se passerait. Le directeur paniquerait, Sarafina nierait, retournerait la situation contre moi, prétendant que j'étais un macho incapable d'accepter son autorité. Je serais viré en un instant. Non,
Je sauvegardai le fichier sur une clé USB cryptée et repris mon travail, l'esprit en ébullition. Lundi matin, je trouvai Peyton près de la machine à café et l'emmenai dans une petite salle de réunion vide. Sans un mot, je branchai la clé et lui montrai le clip. Il le regarda, son expression passant de la curiosité à la gravité. La seconde fois, il se contenta de me dire « Alors, ça commence ». Il n'était pas surpris. Il savait dès le départ que tout cela n'avait rien à voir avec notre comportement. C'était une question de pouvoir. Son conseil était simple et sans pitié. Ne rien faire. Laisser croire à Sarafina qu'elle est intouchable. Ma tâche hebdomadaire de traitement des vidéos n'était plus un fardeau, c'était une opportunité. J'étais désormais l'archiviste de son hypocrisie. Je continuais donc à porter la caméra tous les jours, poli et professionnel avec tous, y compris Sarafina. Chaque vendredi, je passais des heures à passer au crible les enregistrements. Au début, je vérifiais mes interactions, puis je remarquais un schéma dans les vidéos des autres. Dans une réunion, filmée par un collègue assis en face d'elle, une chef de projet féminine fait un point pertinent. Sarafina la félicite pour son assertivité. 10 minutes plus tard, un ingénieur masculin fait un point similaire. Sarafina rapporte ensuite qu'il a un ton agressif et doit être coaché sur ses compétences collaboratives. Double standard. Sauvegardé. Une autre fois, Peyton capte une conversation près de la salle de pause. Sarafina rit avec 2 collègues féminines en parlant d'un des anciens de la compta. Il faut tout lui expliquer comme à un enfant de 5 ans. Les hommes ne comprennent que le sport ou les voitures. Une blague sexiste flagrante. Sauvegardé. Chaque semaine, la même chose se répétait. Les caméras, censées nous surveiller, finissaient par filmer Sarafina. Elle baissait totalement sa garde, persuadée de sa supériorité morale et de la culpabilité des hommes. Elle ignorait que son système fonctionnait dans les 2 sens. Ma collection de clips grandissait, bien organisée sur mon disque crypté. Avec Peyton, nous les visionnions parfois, comme regarder un méchant dans un film se trahir lui-même en monologue, croyant que le héros est déjà vaincu. La morale du bureau était au plus bas. 2 bons développeurs quittèrent l'entreprise, lassés. Les projets prenaient du retard. Le directeur, trop lâche, ne faisait rien. Sarafina écrivait des rapports accusant les hommes de résistance au nouveau paradigme culturel, créant un problème pour légitimer son autorité. J'attendais le bon moment, la preuve irréfutable qui ferait tomber même notre directeur peureux, et elle a fini par glisser. Un jeudi soir, je restais tard pour un patch critique. Le bureau presque vide, moi, quelques collègues et Sarafina dans son bureau. Vers 19, je vais chercher du café. Ma caméra filme silencieusement comme d'habitude. Une porte de petite salle de réunion est entr'ouverte. Sarafina est en visioconférence, parlant fort, croyant ne pas être entendue. Mon chemin me fait passer devant. Les 5 ou 6 secondes suffisent, ma caméra capte parfaitement la scène et le micro enregistre chaque mot. Elle parle à quelqu'un sur l'écran, je reconnais mon nom. Mon sang se fige. Je reste hors de vue et écoute. Elle rit, un rire aigu et désagréable, puis dit « Le meilleur, c'est que je n'ai même pas besoin de raison. Le récit est déjà en place. » Je documente son attitude non coopérative et sa résistance subtile à l'autorité féminine depuis des semaines. Encore 1 mois et j'aurai un dossier suffisant pour justifier son licenciement auprès du siège. Mon corps se raidit. La personne à l'autre bout murmure quelque chose. Sarafina reprend, satisfaite. Absolument. La performance n'a rien à voir. Il est compétent, je lui reconnais ça. Mais il représente exactement l'énergie masculine stagnante qu'on veut éliminer. Son silence, c'est de la défiance, très passif-agressif. Je dois donner l'exemple. Et une fois qu'il sera parti, j'ai une candidate parfaite à recommander. Une femme de couleur, brillante, idéale pour la nouvelle culture. Le directeur, terrorisé à l'idée d'être accusé de racisme, approuvera tout, trop facile. Je ne pouvais plus entendre. Mes jambes bougent. Je m'éloigne silencieusement vers la cuisine.
Tremblant. Je verse un café, main légèrement tremblante. Ce n'était pas une simple antipathie personnelle. C'était un plan discriminatoire calculé pour me faire licencier, utilisant le système qu'elle prétend défendre pour punir injustement. Je retourne à mon bureau, esprit vide mais brûlant de colère. Je termine mon travail automatiquement, le code compilant sans erreur, contraste frappant avec le chaos dans ma tête. Je suis le dernier à quitter le bureau. Avant de partir, je vais au serveur, retire la carte mémoire de ma caméra et fais 3 copies. Clé USB cryptée, partition cachée sur mon PC, cloud sécurisé. Pas de risque. Je dors à peine, repassant ces mots en boucle. Le lendemain matin, je ressemble à un zombie. Peyton me voit et comprend tout. « Tu l'as » demande-t-il doucement. Je hoche la tête. Nous réservons la petite salle de réunion, comme la fois précédente. Pas un mot, je lance le clip. L'audio est limpide, arrogant, sûr d'elle, exposant tout son plan. Peyton reste impassible, le visage de pierre. Quand la vidéo se termine, il reste silencieux 1 minute, puis dit « Très bien, guerre ». Il commence à arpenter la pièce, réfléchissant à voix haute. Aller voir le directeur est impossible. Il paniquerait, essaierait de cacher l'affaire, m'offrant peu être un généreux package de départ avec NDA, et tout serait réglé pour lui. Sarafina resterait, les caméras aussi, prête à choisir une nouvelle cible. Aller voir un avocat ? Option lente et coûteuse. Bataille juridique interminable. Nous avions besoin de quelque chose de rapide, décisif, qui ne laisse aucun choix à l'entreprise. Une stratégie de destruction mutuelle. Il fallait créer un scénario où cacher l'affaire serait plus dommageable que de licencier Sarafina et admettre l'échec total de sa politique. La cible n'était plus seulement Sarafina, c'était tout le système de lâcheté qui la protégeait. Le plan était simple en concept, mais exigeait une exécution méticuleuse. Moi, l'archiviste. J'avais accès à tout. Ce n'était plus seulement son plan contre moi. C'était le schéma complet de son comportement et de celui du bureau. Tout le week-end, enfermé dans mon appartement, café à portée de main, je revois toutes les vidéos sauvegardées. Je ne cherchais pas seulement des clips d'elle, je construisais un récit. Je commence la vidéo par une diapositive simple. Initiative de responsabilité et transparence. Puis, clip 1. Elle annonçant la politique de caméra corporelle, parlant de sécurité psychologique. Clip 2. Montage rapide d'homme mal à l'aise, marchant dans le bureau avec les caméras. Atmosphère morte et silencieuse. Clip 3. Double standard en réunion. Elle félicite une femme pour son assertivité, critique un homme pour le même comportement, juxtaposition pour un maximum d'impact. Clip 4. Sa blague sexiste sur les hommes incapables de suivre des instructions. Clip 5. Elle refuse un congé médical à un employé masculin tout en approuvant vaguement un jour de santé mentale pour une femme. Quelques minutes plus tard, j'ajoute de petits moments. Condescendance, roulement d'yeux, insultes murmurées, tout enregistré par son propre système. Une symphonie d'hypocrisie. Puis le final, le clip complet de la salle de conférence. Son plan discriminatoire pour me virer et remplacer par sa candidate idéale. Je termine la vidéo par une diapositive qui est tenue pour responsable. La vidéo dure moins de 5 minutes, concise, brutale, indiscutable. Pendant ce temps, Peyton fait ses recherches. Expert en recherche en ligne, il passe le week-end à fouiller bases de données corporate, réseaux sociaux et sites professionnels. Dimanche soir, il a une liste complète. L'email de notre directeur local, celui du vice-président régional des opérations, du CTO du siège, du COO du CEO et même du responsable mondial des RH, le supérieur direct de Sarafina. Cette fois, on va droit au sommet. Nous allons ignorer la hiérarchie locale et déclencher un séisme dans l'exécutif. Lundi, nous agissons normalement. Caméra, travail, rien ne laisse transparaître notre plan. Nous attendons notre moment. Mardi matin, 10. Les bureaux sont installés. Café pris. Moment idéal. Mes mains sont moites. Peyton me fait un simple signe de tête déterminé. Je retourne à mon bureau et ouvre un email anonyme, crypté,
adressé à toutes les personnes puissantes de l'entreprise. Sujet: vidéo, initiative de responsabilité du bureau. Dans le corps, les vidéos suivantes ont été enregistrées sur du matériel fourni par l'entreprise dans le cadre d'une politique RH obligatoire. Je joins la vidéo de 5 minutes. Le curseur sur Envoyer. Je respire profondément. C'est maintenant ou jamais. Soit je me fais licencier et blacklister, soit je déclenche un tremblement de terre corporate. Je clique sur Envoyer. Les 20 premières minutes passent sans réaction. Le bureau continue son silence tendu. J'essaie de travailler, mais je suis incapable de me concentrer. Peyton fait semblant d'exécuter un diagnostic, mais je vois qu'il est aussi tendu que moi. Puis ça commence. Le téléphone d'un manager senior sonne, net et soudain. Son expression passe de neutre à alarmée en 30 secondes. Il répète: « Oui, je comprends, je m'en occupe immédiatement », puis raccroche, pâle. 1 minute plus tard, le même scénario pour un autre manager. Ensuite, à travers la cloison vitrée, nous voyons le téléphone du directeur s'allumer. Il répond. Sa posture change. Assis droit, geste frénétique, panique visible. Il claque le combiné. Avant même que le téléphone se repose, son ordinateur sonne pour un appel vidéo. Il accepte instantanément et se fait sermonner par l'autre bout, hochant la tête comme un écolier puni par la directrice. L'appel se termine. Il se lève et fonce vers le bureau de Sarafina. Elle lève les yeux, surprise. Il ne dit rien, juste un geste du doigt. Elle se lève, un air agacé sur le visage, et le suit vers son bureau. La porte se ferme. Tout le bureau observe silencieusement. La tension est palpable. 5 minutes, 10, 15. On ne peut rien entendre, mais on voit leur silhouette à travers le verre dépoli. Des mouvements brusques, en colère. Après ce qui semble une éternité, probablement 20 minutes, la porte s'ouvre. Le directeur est livide. Sarafina sort. La transformation est incroyable. Son assurance et son arrogance ont disparu. Son visage rouge, les yeux écarquillés, choquée et furieuse, comme si elle avait vu un fantôme. Elle ne regarde personne, fixe le sol et marche jusqu'à son bureau en silence. Tremblante, elle range ses affaires dans un petit carton. Photos, tasses, livres. Le directeur reste à côté, bras croisés, silencieux. Une fois le carton terminé, elle se lève et quitte le bureau sans un mot, sans se retourner. Chaque personne la regarde partir. Silence assourdissant. Le directeur l'accompagne jusqu'à l'ascenseur, attend la fermeture des portes et retourne à son bureau en silence. Un soupir collectif traverse le bureau. C'est fini. Le reste de la journée est un flou de chuchotements et de spéculations. Peyton et moi ne disons rien, nous travaillons. Le lendemain, le directeur convoque une réunion générale obligatoire. Il a l'air 10 ans plus vieux qu'hier, épuisé, humilié, vaincu. Il annonce que Sarafina n'est plus dans l'entreprise, immédiatement. Puis il fait quelque chose qu'on n'aurait jamais cru. Il s'excuse. Il s'adresse directement aux hommes. La politique de responsabilité et transparence était profondément erronée et a créé un environnement hostile et divisé. Elle est immédiatement annulée. On retire les caméras et les laisse sur la table de la salle de conférence. La salle vibre d'énergie. Un par un, nous déposons les boîtiers noirs sur la table, comme si on se libérait. La pile de caméras devient le monument d'une idéologie toxique échouée. Quand la réunion se termine, l'atmosphère change. Conversations, rires, blagues reviennent. Quelques collègues masculins passent à mon bureau, me font un signe discret de remerciement. Ils savent. Les femmes qui la soutenaient sont maintenant silencieuses. Les autres femmes, sceptiques, sont visiblement soulagées. Le bureau reprend vie, mieux qu'avant, avec un respect mutuel retrouvé. Je n'ai jamais raconté tout cela à personne d'autre que Peyton. Quelques semaines plus tard, nous prenons une bière après le travail. Il lève son verre. « À la responsabilité radicale !» dit-il en souriant. « Je trinque. Je n'avais jamais voulu ce combat. Je voulais juste être laissé tranquille. Mais quand on te pousse dans un coin et menace ton emploi pour ce que tu es, tu apprends quelque chose. Parfois, la seule façon de faire tomber un tyran qui se cache derrière un système
est d'utiliser ce système contre lui. Elle a construit l'arme, l'a chargée et pointé sur nous. Elle n'avait pas prévu qu'elle puisse lui tirer dessus,